Bien, mesdames, messieurs, j'ai accueilli avec beaucoup de plaisir le président de l'Équateur et nous avons défini une stratégie. Au-delà de l'amitié, de la coopération, tout faire pour que les échanges universitaires, technologiques soient portés au plus haut niveau. Je vous souhaite la bienvenue en ces lieux, Monsieur le Président. Je salue également en vous l'économiste, l'universitaire qui se passionna pour les sciences économiques sur notre continent dans une université presque aussi ancienne que celle de Paris, l'université de Louvain. Je voudrais vous parler de la crise européenne et de l'empire du capital. Nous, latino-américains, sommes experts en crise. Non que nous soyons plus intelligents que les autres, mais parce que nous les avons toutes subies et que nous nous y sommes pris terriblement mal pour les affronter. Et ce, parce qu'on agissait toujours en fonction du capital. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce que vit l'Europe en ce moment, c'est du déjà-vu. L'Amérique latine a déjà souffert une longue crise de la dette. Et je crains que l'Europe ne soit en train de commettre les mêmes erreurs que nous avons nous-mêmes commises. Bienvenue à vous, Monsieur le Président, sur TV5 Monde. Merci d'avoir accepté notre invitation, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Et vous avez choisi la langue française pour nous répondre, ce qui est très important pour TV5 Monde, la chaîne francophone mondiale. Hugo Chavez est décédé il y a quelques mois. On vous présente souvent comme son héritier, en tout cas en matière d'opposition aux États-Unis, à ce que vous appelez, vous, l'impérialisme américain. Vous êtes son héritier? Mais il y a un petit erreur là-bas. Les monarchies sont dans l'Europe, non dans l'Amérique, pas dans l'Amérique latine. Il n'y a pas d'héritier en Amérique latine. On a des hommes politiques qui nous sont prêts à donner notre vie pour améliorer la vie de notre peuple. Et ça a été Hugo Chavez, Evo Morales. J'essaie de faire la même chose et on va continuer à travailler. Alors, je vous racontais justement les 10 ans qu'ont vécu cette fameuse nuit du néolibéralisme qui a vécu votre pays. Vous, justement, vous voulez rompre avec ça. Comment est-ce que vous avez effectué la transition économique? Mais dans le fond du problème, c'est pas la technique, c'est pas un problème technique. Un des grands responsables de la crise, c'est la soi-disant science économique. C'est pas moi qui dis ça. Ça a été dit par Joseph Stiglitz, prix Nobel d'économie 2001. Parce que c'est de l'idéologie déguisée en science. Et tout c'est en fonction du capital et du capital financier. Donc pour vous, réduire les fonctionnaires, par exemple, ça n'a aucune légitimité. Réduire, par exemple, le nombre de fonctionnaires, ça n'a pas de légitimité au sens... efficience, bien sûr que oui. Mais par exemple, l'investissement public, ça c'est de la folie. Les travaux, l'infrastructure, etc. Mais en tout cas, le problème, à la base, c'est le rapport de pouvoir. C'est qui a le pouvoir, qui commande la société. Les êtres humains ou le capital. Et je crains que c'est le capital. Bonjour, pardon de vous faire attendre, puis on vous a bousculé l'agenda et tout ça, Oui. mais David, c'est des fins d'année compliquées. Je vais poser tout ça là. Je vous en prie. Rafael Correa, président de l'Équateur, est venu en visite officielle en France avant de voir M. Hollande. Il l'estimait en tant qu'économiste, on le connaît en Belgique parce qu'il a étudié à Louvain. L'austérité est une catastrophe, que lui, en Équateur, il a utilisé des méthodes qui vont contre le modèle néolibéral et ça lui a permis de diminuer le seuil de pauvreté. Rafael Correa, qui est venu en France le 6 novembre, donner une conférence à la Sorbonne. Je ne sais pas si vous avez été au courant. Oui, mais pas été à la conférence. Voilà, d'accord. Donc, vous connaissez l'expérience de l'Équateur qui, depuis l'élection de Correa en 2006, a lancé donc en 2007 un audit de la dette et a déterminé quels prêts avaient été contractés en illégalité par rapport au droit international. Et il a donné une conférence à la Sorbonne dans laquelle il explique comment son pays est sorti de la crise de la dette. Il l'a
très peu été invité dans les médias français alors qu'il s'exprime en français. Mais nous, on a Mélenchon, on n'a pas besoin de Correa. Et il a réussi à dépasser la crise de la dette dans son pays, en Amérique latine. Comment il a fait? Alors, relance économique, il est allé contre l'austérité, il a refusé les règles imposées par le FMI. Donc on a ici un président équatorien qui vient en France, qui est économiste, qui est francophone. Qui est reçu? Qui est reçu nulle part. Pourquoi, à votre avis? On a un petit peu parlé de cette visite, mais je pense qu'il y a eu plusieurs problèmes. D'abord, il y a eu très peu de citations. Mais bon, honnêtement, il y a des visites qui en ont encore moins. La Première ministre du Québec est venue, elle a donné la parole nulle part. Donc les médias se disent, est-ce que c'est ou non dans l'actualité? Bon, à l'Équateur, c'était pas dans l'actualité. S'il y avait une Française otage d'une guérilla en Équateur, il aurait été invité sur tous les plateaux télé. Voilà, c'est comme ça, c'est injuste. Et si on vous proposait d'inviter un chef d'État économiste qui parle français, qui est contre l'austérité, je ne sais pas si vous voyez de qui je veux parler. Non. Le président équatorien Rafael Correa. Ah. Il s'avère qu'on le connaît en Belgique parce qu'il a fait ses études chez nous à l'UCL à Louvain. Et voilà, il est chef d'État, économiste. Oui, bien sûr. Mais dans Ce soir ou jamais, vous avez eu Tony Blair qui est venu. Il a fait toute une émission en français. Vous avez Georges Soros qui est venu. Il venait de publier un livre. On pourrait très bien l'imaginer. Valéry Giscard d'Estaing est venu, ancien président de la République française. Il a fait une émission pendant 1 heure. Voilà, tout est possible. Rien n'est interdit. Si je viens vous voir, c'est parce que vous êtes un des rares à avoir interviewé Rafael Correa. Pourquoi, à votre avis? Alors, sur l'économie équatorienne, le travail du gouvernement équatorien, de Rafael Correa depuis qu'il est au pouvoir, est absolument extraordinaire. C'est-à-dire qu'auparavant, il y avait des politiciens hyper corrompus, qui n'avaient aucune notion je ne sais pas s'il y avait une politique économique, mais c'était une catastrophe. Depuis que Correa est arrivé, l'amélioration, pas que des chiffres, c'est-à-dire de la vie quotidienne des gens, et surtout sa volonté, la volonté qu'il a marquée d'investir dans des infrastructures collectives, c'est-à-dire des routes, des ponts. Ça paraît incroyable, mais là, j'y suis retourné pour l'élection de Correa. Les infrastructures dans le pays, mais n'ont plus rien à voir. Il y a des routes, il y a des ponts, etc. Enfin, il le finance grâce au pétrole. Il a de la chance d'avoir... c'est un pays qui a la chance d'avoir ses ressources primaires, qui lui permettent de financer ses infrastructures. Mais c'est un choix aussi, parce qu'avant, ils avaient aussi les profits du pétrole, mais le gouvernement n'investissait pas dans les infrastructures et laissait tomber certaines régions parce que ça n'avait aucun intérêt. C'est-à-dire qu'auparavant, tout ce qui était profit pétrolier était capté par la capitale, et par la bourgeoisie de la capitale. Le gouvernement de Rafael Correa, personne ne peut nier que cette manne pétrolière n'est plus que captée par une certaine bourgeoisie de la capitale ou pour les infrastructures dans la capitale, mais aussi pour des équipements régionaux. Là, personne ne peut nier l'amélioration qui s'est passée depuis que Rafael Correa est au pouvoir. Alors, Rafael Correa, vous remportez les élections fin 2006 avec près de 57% des voix. En 2008, vous faites modifier la Constitution par référendum pour vous donner les moyens d'enterrer, entre guillemets, le modèle néolibéral. Je propose à nos auditeurs et à nos téléspectateurs un survol en images et en son de ces 4 ans de pouvoir, qui a bien failli d'ailleurs s'interrompre, ce pouvoir, le 30 septembre dernier, suite à une mystérieuse rébellion de policiers qui a failli dégénérer en coup d'État. Le commentaire de Marian Naguzeski. Camarades, si vous voulez tuer le président, il est là, tuez-le. Si vous en avez le courage. 30 septembre 2010, Rafael Correa réchappe de peu à un coup d'État. Échec des mutins de la police qui tourne à l'avantage du président équatorien, plus charismatique et plus théâtral que jamais. Et la petite musique de Rafael Correa tout juste, en Équateur, où près de la moitié de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Mieux répartir les richesses,
Rafael Correa sait de quoi il parle, lui le fils d'une famille modeste de Guayaquil. Résultat, à 43 ans, il est élu avec près de 57% des suffrages, victoire inédite de la gauche en près de 30 ans. Et puis, il y a sa nouvelle constitution approuvée par le peuple en 2008. Salaire minimum augmenté, réhabilitation des écoles, des hôpitaux, reconnaissance des peuples indigènes, ressources pétrolières mieux partagées. Et par ailleurs, c'est un pays aussi qui est plein d'opportunités économiques. Comme le Figaro s'adresse beaucoup aux entrepreneurs, c'est l'un des pays où il y a vraiment des choses à faire là-bas. Et dans la ligne éditoriale du Figaro, sachant qu'une clientèle forte que nous avons, ce sont les entrepreneurs, leur parler et leur expliquer qu'est-ce qui se passe dans tel et tel pays où il y a des opportunités, c'est absolument essentiel. Au-delà de divergences ou non idéologiques avec le programme de Rafael Correa. Señor presidente, buenas tardes. Bonsoir à tous. Excusez-moi, je vais continuer en español. Hay una cosa que me tiene un poco loco y es que si me pongo a mirar Europa, mi país, España, tiene un 26, casi un 27% de paro. Francia está en torno al 11%, Alemania está, si no me equivoco, cerca del 5-6%, Reino Unido 7%, Ecuador 4,6%, corríjame si me equivoco, 4,1% de paro. ¿Qué pueden aprender los países europeos de la experiencia de Ecuador? Primera regla, no hacerle el más mínimo caso al Fondo Monetario Internacional, que todos sabemos lo que busca. Nosotros no vemos una misión del Fondo Monetario desde que yo soy presidente y nos va mejor que nunca. Ya se habla del milagro ecuatoriano. Somos los países que más crece, más reduce pobreza, más reduce desigualdad, menor desempleo tiene. Y si vienen funcionarios del Fondo Monetario de Turistas, bienvenidos a nuestro país. Si vienen como acostumbraban a venir, como los caciques, como los nuevos virreyes, por el mismo avión los regresamos. ¿Ya? Hemos hecho exactamente lo contrario de lo que decía la economía ortodoxa, de lo que decía el Fondo Monetario y de lo que lamentablemente está haciendo España y Europa para enfrentar la crisis, con lo cual creo que la va a ahondar. À votre avis, pourquoi? Parce que c'est quand même intéressant qu'un chef de l'État vienne expliquer en France. Mais il y a des tas. Alors, c'est un chef d'État. Vous avez raison de le souligner, mais il y a des tas d'experts qui viennent en France et qui donnent des conférences, et on peut pas tous les inviter malheureusement. Voilà. Après, Monsieur Correa, il faut aussi qu'il fasse savoir qu'il est intéressé pour venir s'exprimer dans les médias, parce que nous, on ne sait pas forcément. On n'a pas tout de suite le réflexe d'inviter tous les gens, y compris les plus éminents, qui font des conférences dans tout Paris. C'est compliqué. Alors, dans d'autres domaines, par exemple la pauvreté, l'indépendance, lutter contre le néocolonialisme, ça sont les bouts de la véritable gauche. Alors vous parlez de néocolonialisme. Comment, Monsieur le Président Correa, vous définiriez votre politique? Ici, en Europe, on dit le président socialiste. Le président Hollande, après tout, est aussi un président socialiste. Vous définissez comment? Politique bolivarienne, politique socialiste? Non, socialiste. Socialiste du siècle XXI. Socialisme de bien-être, on l'appelle là-bas. Socialisme del buen vivir. C'est ça la révolution citoyenne que vous appelez de vos voeux dans votre livre? Ah, bien sûr. La révolution citoyenne, c'est du socialisme du siècle XXI. Alors, Monsieur Levaille. Yvan Levaille, Radio France. Il y a des mots qui rassurent et puis il y a des mots qui inquiètent. Pourquoi vous ne dites pas « je suis social-démocrate » ? C'est pas mal, social-démocrate. La social-démocratie, ça existe en Europe. Vous ne seriez pas seul et vous seriez très bien compris, probablement. Alors, toujours peur d'être mal compris. Enfin, ceux qui n'ont pas compris que j'étais social-démocrate peuvent encore poser une question. Je suis social-démocrate. Ouais. Et votre monsieur, là, bon, si la presse n'a pas parlé de lui, tant pis pour lui. Voilà. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? La presse, elle parle de choses qui l'intéressent. Alors, vous pouvez croire qu'il y a un chef d'orchestre clandestin qui nous dit « parlez-en, n'en parlez pas ». Non. Moi, les économistes qui viennent me dire
J'ai trouvé le truc, la martingale, je n'y crois pas. Mais après, il y a les choses qui sont objectives. En l'occurrence, il y a Par 4%, exemple, il y a 4% de chômage, là où en Équateur... Non, en Équateur, il y a 4% de chômage, il y a 23% du PIB qui représente la dette par rapport à ce qui se passe en Europe. C'est quand même beaucoup écoutez, moins. il doit être génial. Il y a alors. 5%. Non, mais ce que je veux dire, c'est quand il vient à la Sorbonne s'exprimer en français, je m'étonne simplement que la presse trouve pas ça intéressant et je vous demande si vous avez une réflexion par rapport à ça. Ce qui a changé, c'est que l'Équateur, c'était un petit pays, franchement. C'était un tout petit pays qui avait du pétrole et c'est tout. Et une population inculte. Et tout ce qu'ils avaient exporté, à part leurs bananes, c'était une population indienne qu'on voit partout. Ils sont les Indiens d'Otavalo. C'est le seul truc qu'on voyait des Équatoriens. Hein. C'est les Indiens qu'on voit dans le métro à Paris et qui font du commerce en Colombie, qui vendent des pulls, les Indiens avec leurs longues tresses, là. C'est le seul truc qu'on connaissait de l'Équateur, franchement. Moi, j'ai habité 20 ans en Colombie. L'Équateur, ça n'existait que par les Indiens Otavalo. Depuis Correa, ils ont fait une vraie apparition sur la scène internationale. C'est un pays qui existe, quoi. Hors l'histoire de Julian Assange, qui a quand même donné une espèce d'envergure. C'est le seul qui a osé, quand même, Correa, de dire on l'invite. Ben nous, on lui donne l'asile. C'est le seul qui a osé, quand même. Enfin, moi, je sais pas, que je suis allé il y a 2 ans, j'ai assisté à un truc complètement surréaliste. J'ai trouvé, ils ont mis dans la constitution équatorienne les droits de la terre, qui ont été consacrés par la constitution comme des droits humains. Il y a les droits de la terre. Mais après, il faut légiférer là-dessus. C'est bien joli de l'écrire dans la constitution, et après, il faut légiférer. Et ben, il y avait un congrès international avec des gens du monde entier pour essayer de réfléchir comment on légifère sur les droits de la terre. Je trouve que c'est des manières de réfléchir et d'impliquer plein de gens à réfléchir sur le monde qui sont pas les nôtres, quoi. Ils se posent d'autres questions. Par exemple, Correa, à un moment, il a dit le concept d'étranger est aboli. Il n'y a plus d'étrangers, ça n'existe pas. Et ben, ça veut dire que c'est pas complètement vrai dans la pratique, c'est pas possible. Tu peux pas tout seul ouvrir les frontières, parce qu'une frontière, il y a toujours 2 pays, il y en a un de chaque côté, c'est pas possible. Mais en tout cas, c'était une manière de réfléchir le monde. Et ça a changé le regard des Équatoriens sur les étrangers. Mais vraiment, ça veut dire qu'il y a vachement de gens qui viennent chercher du boulot. C'est marrant, les migrations internes en Amérique du Sud, c'est quand même étonnant non, de voir comment chacun va chercher du boulot chez le voisin. Et moi, je trouve que ce rapport-là, il a changé. Que ce rapport aux Colombiens qui étaient toujours vus comme des criminels, des bandits, des terroristes, des machins, des casse-couilles, des trafiquants, de tout ce que tu veux, ça a changé. En tout cas, nous, on a été dans des régions très proches de la frontière, en Amazonie équatorienne, qui est très près de qui est frontière avec l'Amazonie colombienne, où il y a plein de Colombiens, et les rapports sont beaucoup plus détendus qu'ils l'étaient avant. Il n'y a pas du tout, tu sens pas du tout le même racisme, la même difficulté et ça, c'est important, ça devrait... Non ? Cuando llegamos a Quito, Rafael Correa estaba furioso. Furioso contra una Europa que venía de adoptar una directiva de inmigración a sus ojos indecente, inspirada por el principio de inmigración elegida defendida por el presidente francés Nicolas Sarkozy. Se arrogan ellos, los de la civilizada Europa, mediante esta directiva de la vergüenza, la potestad de detener a una persona y mantenerla encarcelada hasta por 18 meses, 1 año y medio, más de 500 días de la vida de un ser humano por el crimen de no tener papeles. Pueden, según estas malhadadas decisiones, deportar a terceros países a menores de edad, contraviniendo elementales principios humanitarios. Cuidado, la memoria es frágil, Europa, y te olvidas, cuidado, se olvidan las bases de su prosperidad, que fue en gran parte el saqueo que realizaron durante la época de la colonia, en una tierra que ya estaba habitada. Bonjour, je vous appelle pour... Oui, vous m'entendez, allô? Oui. Allô,
Est-ce que vous m'entendez là? Allô? Allô? Sinon, allô? Oui, oui, allô? Attendez, ne quittez pas, je vais voir. Ne quittez pas. D'accord, merci. Oui, allô? Oui, bonjour. Allô? Allô? Je suis pas au Conseil constitutionnel? Ah, d'accord. Oui, bonjour. Je vous appelle parce que j'ai besoin d'un renseignement pour savoir si on peut présenter une personne de nationalité étrangère à une élection en France, notamment à l'élection présidentielle. Qui pourrait me renseigner? Vous pouvez rappeler cet après-midi, la personne sera là pour confirmer. Oui. Au revoir. Quand je suis arrivé au gouvernement en janvier 2007, j'ai trouvé un pays totalement démoralisé. Du fait de la crise, près de 2 millions d'Équatoriens ont quitté le pays en quelques années, par tous les moyens. Nous avons connu de terribles tragédies, des naufrages similaires à ceux qui, malheureusement, se produisent aujourd'hui avec les émigrés du nord de l'Afrique. Dans certaines zones à forte émigration, jusqu'à 60% des enfants ont été élevés sans les parents. Et nous avons même connu des suicides d'enfants, phénomène inédit dans notre pays. L'immigration a réellement été l'une des pires tragédies de notre histoire nationale. Ce type qui est le chef d'État miraculeux d'un État miraculeux que vous appelez l'Équateur, si la presse n'a pas parlé de lui, eh ben elle l'a oublié. Ben oui, mais parce que la pauvre chatte, elle s'occupe de Poutine, elle s'occupe de Monsieur El-Assad, l'assassin, qui provoque un... Mais c'est honteux. Moi, je suis un indigné obligé de se calmer. Non, c'est la structure de gouvernement qui est en train d'expérimenter Correa, avec tous les défauts que ça peut avoir, c'est absolument étonnant, avec la façon dont fonctionnent ces ministères. Il n'y a pas un ministre qui a... Pratiquement 80% des ministres n'ont pas plus de 35 ans. Et ils ont été recrutés quand ils avaient 28 et 30 ans. Vraiment, en Équateur, il y a une expérience, bonne ou mauvaise, je ne sais pas, mais une vraie expérience, une vraie nouveauté. C'est pas du tout simpliste. Au contraire, c'est même très compliqué, c'est parfois trop compliqué et quasi trop conceptuel parce qu'ils partent dans des concepts. Là, ils sont en train de développer, par exemple, un pôle universitaire d'innovation absolument, mais d'une ambition dingue. Est-ce qu'ils y arriveront pas, je ne sais pas. En tout cas, il y a beaucoup d'universitaires internationaux qui sont prêts à travailler là-bas parce qu'on leur donne des conditions de travail tout à fait étonnantes et pratiquement uniques au monde. Dire par exemple, là je reviens d'Équateur, on était en train d'inaugurer 3 nouvelles universités. C'est-à-dire que le budget de l'éducation et de la santé a été multiplié par 3. On a là une grande constante d'ailleurs d'une partie de la région avec les pays de l'axe du mal, vu de chez nous, le Venezuela, la Bolivie, l'Équateur, le Nicaragua, Cuba, une diminution de la pauvreté, puisqu'on est passé de 37% de pauvreté à 27%, 25%, 25,6% maintenant. Donc il y a une évolution plutôt positive, et on le voit puisque Correa et les siens ont gagné, je crois que c'est 9 élections. C'est un truc qui surprend chez nous. Où le concept de la démocratie, c'est l'alternance systématique, parce qu'à chaque fois, les gens sont déçus. Et là-bas, non, on voit, alors y compris d'ailleurs avec des effets qu'on pourrait considérer comme pouvant être pervers, c'est-à-dire la persistance au pouvoir de présidents un peu charismatiques, comme Correa, comme Chavez, comme Evo Morales, mais en même temps, par rapport à la vieille Europe, alors que chez nous, les problèmes sociaux s'accumulent, alors que la pauvreté augmente, alors que les sans-papiers, les sans-logement, etc. augmentent. En Amérique latine, et Correa n'est pas une exception, on voit une diminution de la pauvreté, des problèmes sociaux. Et ça se sent, si on parle de l'Équateur,
Alors c'est peut-être une impression subjective, mais je trouve qu'il y a beaucoup moins de tension, même s'il y a des problèmes, parce qu'il faut évidemment pas tomber dans un discours qui sera un discours idyllique. Tout va bien en Équateur. Non, il y a des vrais problèmes, mais il y a beaucoup moins de tension qu'il y a 10, 15 ou 20 ans. C'est une chose évidente. Donc si je vous dis qu'on l'a invité, c'est qu'on l'a invité. Et si je vous dis qu'on nous a dit non, il ne peut pas, ou il serait ravi, ou on aurait adoré, mais quel bonheur, vous vous intéressez à nous. Je crois même me souvenir qu'une des programmatrices m'a dit, mais ils étaient très très contents et très touchés justement qu'on l'invite. Mais ça a été non. Ça a été non. Ça n'a pas été possible. Et du coup, est-ce que ça n'aurait pas été possible d'inviter quelqu'un, par exemple, du monde diplomatique qui aurait pu traiter ce sujet-là? Il y a des spécialistes de l'Amérique latine assez... Je pense que le lendemain, il y a eu un autre sujet qui s'est présenté et il a fallu avancer. Vous savez, on fait une quotidienne, donc on ne s'est pas focalisé sur l'Équateur en se disant il faut à tout prix le traiter et si on n'a pas le président équatorien, on va recevoir un journaliste qui va nous parler de l'Équateur. Après, voilà, l'actualité est chronophage et surtout est dévorante et surtout ne s'arrête jamais comme les requins. En regardant, en faisant par exemple une étude sur les revues de presse de l'an dernier, de mars à avril 2012, on voit que on a regardé le nombre de journaux qui étaient cités et en gros le Figaro est cité 124 fois, mais vous le savez, un Libé 121 fois. Pardon, excusez-moi. C'est une revue de presse. Oui, là c'était la radio. C'était Europe 1, RTL, et Radio France et France Inter. D'accord. Revue de Bruno Duvic. Donc on a le Figaro, voilà, qui est cité plus de 100 fois, Libé, Le Monde, etc. Et là, pareil, un journal comme Le Monde diplomatique est quand même le journal le plus vendu, le journal français le plus vendu à l'étranger, qui a un nombre d'éditions internationales qui approche la cinquantaine, qui est traduit en 28 langues. Enfin, c'est vraiment quelque chose de très... Il n'est jamais cité. Et ben, ça prouve il est soit cité que les 0 journalistes... fois, alors que Picsou Magazine est cité une fois. Oui, mais ça, c'est parce qu'ils sont snobs. Ils citent Picsou Magazine, et puis parce que Picsou Magazine, je vous rappelle, était brandi en effigie derrière la tête de Jérôme Cahuzac dans son bureau. À l'époque où il était ministre du Budget, il adorait se montrer en photo avec Picsou derrière lui, ce qui lui a porté malheur. La cupidité porte toujours malheur. Il y a 47 éditions, je les ai avec moi. Oui, oui. Mais je vois, vous l'avez là, oui, très bien. En plusieurs langues. 47, c'est vraiment impressionnant. Comment ça se fait, à votre avis, qu'il n'est pas cité dans les revues de presse, alors qu'il est vendu plus que Libération, par exemple? Mais bien sûr. Mais moi, je suis sur une radio généraliste. Généraliste. Donc, je tiens compte des grands courants de l'opinion. C'est-à-dire, connaissez la formule « on ne fait pas boire l'âne qui n'a pas soif ». Bon. Eh bien, les lecteurs, moi, ce que je veux, sur une radio généraliste, c'est formidable. On a des millions d'auditeurs. Bon. Je veux pas, j'ai pas de raison de leur dire « lisez donc Le Monde diplomatique ». Il y a beaucoup d'émissions où on nous demande une telle concision, 42 secondes, 1 minute 30, que leur pensée, leur ligne éditoriale n'est pas résumable en 40 secondes. Et c'est regrettable, ça, à titre Non, c'est pas personnel, regrettable. C'est pas regrettable parce que, d'abord, les télés font les émissions qu'elles veulent en fonction du public qu'elles veulent toucher. Et ce qui serait pire, c'est qu'on invite quelqu'un du monde diplomatique pour l'obliger à se comporter comme un journaliste du Figaro ou de Libé ou du Parisien. Et obliger de faire rentrer sa pensée complexe dans une forme simple. Je connais très bien Le Monde diplomatique, je le lis. Et pourquoi vous invitez jamais un Serge Alimi, une Martine Bullard, des gens qui ont une autre vision? Je suis désolé, je ne vous rends pas de compte. Non, et maintenant vous sortez. Nous, on s'intéresse à votre travail. Oui, on est venu vous offrir ce film. Je vous remercie. Vous me l'envoyez par la poste, ça me suffira. Maintenant, je vous demande de sortir. On n'a pas votre adresse, monsieur. Regardez les petits soldats du journalisme. Oui, je connais ce livre, absolument. Les nouveaux chiens de guerre de Serge Alimi. Allons-y. Bel ami. Bel ami, c'est pas mal. Bel ami.
Ça, c'est une pub qui est passée dans le Washington Post, en fait. Voilà, donc dans le Washington Post, journal américain, Europe 1 réclame une interview du président Barack Obama. Ils se sont montrés beaucoup moins empressés d'interviewer le socialiste Rafael Correa. C'est pas un sujet que vous auriez pu traiter? Ah non, moi je fais la politique intérieure. Bien sûr. Mais c'est pas pour me défausser, on le fait pas assez, on le fait pas assez. Et quand les chefs d'État viennent en France, c'est vrai qu'on les reçoit rarement dans les matinales. Là, a priori, il était dans les matinales. Il a été juste sur TV5 Monde. Non mais disons, même peut-être on le fait, il a fait une conférence. On le fait pas assez, on devrait le faire plus. Parce qu'Europe 1 a quand même fait, vous avez vu un appel dans le Washington Post pour interviewer Barack Obama. Je sais pas si vous avez vu cette publicité. Non, tout le monde veut interviewer Barack Obama, effectivement. Mais donc on reçoit certains présidents. Ah oui, Barack Obama, s'il veut venir à la matinale de France Inter, on le recevra, c'est vrai. Et Rafael Correa, non? Et Rafael Correa, ça serait bien qu'on le reçoive aussi. On a l'impression que la puissance de l'Amérique fait que Barack Obama, effectivement, a plus de manettes pour ce qui nous concerne, nous, que Correa, lui, c'est en tant qu'exemple. Une politique exemplaire. Non, mais globalement, je suis un peu... Moi, je trouve qu'on n'est pas assez pluraliste, c'est vrai. Et oui, quand même. Oui, je le reconnais. Et puis dans ce petit milieu-là, un petit monde qui fait ses trucs dans ce petit milieu-là, qui passe de RTL. Je pense que je fais partie de ceux qui essayent de dire tiens, faudrait peut-être machin, faudrait peut-être. C'est vrai, c'est compliqué. Puis est-ce que vous allez pousser pour qu'un journaliste du Diplo justement ait cette interview qui soit invité prochainement, histoire de rompre un peu avec. Oui, non, mais. J'aime les journaux qui ont des convictions. Le Monde diplomatique a une ligne éditoriale qui est plutôt à gauche. Oui, voilà. Mais il est vendu 2 fois plus que Libé. C'est ça qui m'étonne, vous voyez. C'est qu'on ne cite pas un journal qui est vendu. Donc oui, mais il est vendu dans le monde. Mais attendez, c'est pas un quotidien, le Monde diplomatique. Ah non, c'est un mensuel. Eh ben alors. Moi, je suis obligé aussi de tenir compte de ça, si vous voulez. Il y a toujours des médias libres qui donnent la parole à ceux qui pensent différemment. Voilà. Maintenant, c'est pas forcément le dimanche soir à 20h sur TF1. C'est dans d'autres espaces. Mais c'est pas intéressant pour ces idées-là, d'aller à 20h où 50 millions de gens regardent et donc c'est noyé, ça ne percute pas. Il faut pas avoir beaucoup d'audience. Il faut avoir une audience attentive. L'Équateur vient de réussir un coup d'éclat en défiant tout à la fois Washington, Londres et Stockholm. C'est en effet du balcon de l'ambassade équatorienne au Royaume-Uni que Julian Assange a fait sa première sortie publique en 2 mois. Pardon maman et merci à mes soutiens. Julian Assange, le patron de Wikileaks, a pris la parole depuis le balcon de l'ambassade de l'Équateur à Londres hier. Un appel à la liberté d'expression très mis en scène devant une centaine de militants. Et le président de l'Équateur, qui dit vouloir préserver cette liberté à tout prix, est lui aussi un pro de la com, un ultra procédurier vis-à-vis de ses propres journalistes. L'affaire Assange lui offre l'occasion de redorer son image. Julien Cheïda. S'il jouit d'une grande popularité, il dirige le pays d'une main de fer. Les pouvoirs judiciaires et législatifs sont verrouillés. La presse, elle, est muselée. Une vingtaine de médias privés ont fermé depuis le début de l'année. Dans le même temps, il accorde l'asile à Julian Assange, chantre de la liberté de l'information, invoquant le respect des droits de l'homme. Il n'aurait pas le droit à un procès équitable. Il pourrait être jugé par des tribunaux spéciaux militaires. Et il n'est pas improbable qu'un traitement cruel et dégradant lui soit réservé et qu'il soit condamné à la peine capitale. Pour les observateurs, cette décision serait avant tout motivée par des raisons idéologiques et politiques. Bueno, pues saludamos ya a nuestro invitado de hoy. Él es el presidente de Ecuador, Rafael Correa. Su relación, señor Correa, con la prensa ecuatoriana es complicada y usted piensa que es necesaria una nueva ley de prensa. ¿Por qué? Aquí esto empezó hace 60 años, la televisión pública. Ecuador empezó hace 4 años. Antes todo era privado. Entonces, por fin está habiendo algo de equilibrio. ¿Cuál era la estrategia? No es que se pone heroicos periodistas con la democratización de la propiedad del canal, se ponen a desempeñar su profesión para informar. No. Se hacía un emporio económico, bancos, industria, etcétera, y se ponía un canal de televisión para defender el emporio económico. Le doy nombre. TC Televisión, Gamavisión, propiedad de Filambanco, el banco más grande, que quebró. Hoy sus dueños están fugados en Miami después de estafar por centenas de millones de dólares al Estado. Teleamazonas, del Banco de Pichincha. Telerama, del Banco de la SUAY.
Todo era así, esa es la prensa que tenemos. Por supuesto que se necesita una ley para que se dediquen a informar y no a defender intereses particulares. La información es un derecho, la libertad de expresión es un derecho de todas y de todos, no solo el que tuvo dinero para comprarse un canal de televisión o comprar una imprenta. Pero la cuestión es, aparte de si se debería o no poner límites a la prensa, ¿dónde estarían esos límites y quién debería marcarlos? Para eso es la ley, pues. Pero... O sea, por mala que sea la ley, los límites, quien ponga los límites no va a ser peor que ahora la situación actual, que los límites los ponen las 6 familias que manejan los medios de comunicación en el país. Bueno, no nos engañemos, son negocios manejados por ciertas familias en función de sus intereses. Y la sociedad tiene que tener instrumentos para protegerse de los excesos de ciertos poderes. Por ejemplo, Televisión TC sí que la tenía un grupo, una familia, Grupo Isaías. Según tengo entendido, señor Correa, yo me puedo equivocar, pero he intentado documentarme lo mejor posible para esta entrevista, esa empresa, digámoslo así, se le expropió a la familia, se repartió esa serie de acciones entre los empleados. Bueno, es una forma, bueno, que quizás nosotros aquí lo vemos con ojos europeos, esto es algo habitual en su país. O sea, yo de verdad no quiero prejuzgarlo en absoluto, pero es que no quiero que ponga ciertos ejemplos. Ese canal es el que le acabo de dar el ejemplo. Era del más grande banco del país, que quebró. Sus dueños huyeron vendiendo 600 millones de dólares. Hemos cobrado esas deudas incautando no solo TC, 200 empresas. Hemos tratado de vender TC y se le ha vendido una parte a los trabajadores. Generalmente, pero señor Correa, en cualquier cosa, en cualquier problema, suele haber dos versiones. Esa es la suya. Sería interesante también conocer la otra. Aquí lo puede ver, pero en todo caso, fíjese el doble estándar. Es mejor que la tengan banqueros pillos, fugados, con orden de prisión, que estafaron con 600 millones de dólares al pueblo ecuatoriano, a que la tenga el gobierno con los trabajadores. Caramba, yo no estoy de acuerdo con esa moral, con todo respeto. On est évidemment tous attachés à la liberté d'expression. Après, la question qui se pose, en Amérique latine en particulier, mais on pourrait étendre ça chez nous, c'est est-ce que la liberté d'expression autorise la diffamation, les insultes, etc. Or, en Équateur, une nouvelle loi de la communication est passée. En particulier, je veux dire, les médias qui étaient entre les mains de 2 banquiers corrompus ont été confisqués. Isaías, ils sont en exil à Miami. Une nouvelle loi est passée dans laquelle, par exemple, on interdit à une banque de posséder des médias, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, on pourrait en débattre. Dans laquelle il est prévu qu'un tiers des médias doivent être des médias communautaires, un tiers des médias publics, un tiers des médias commerciaux. On attaque beaucoup Correa et le gouvernement équatorien, d'ailleurs, parce qu'il ne faut pas tout ramener à Correa. Ça, c'est le travers qu'on a tous, journalistes. Le Venezuela, c'est Chavez ou Maduro. L'Équateur, c'est Correa. Mais le gouvernement de cette révolution citoyenne fait en sorte que non pas les médias soient mis au pas, non pas qu'il y ait ce qu'on appelle la ley Mordaza, on interdise aux journalistes de s'exprimer, mais que, par exemple, la grande affaire du moment, c'est que l'un des opposants a accusé Correa de crimes contre l'humanité et je veux dire, il est sanctionné. Alors ça crée scandale à l'extérieur. Diffamation. Pour diffamation, bien sûr. Alors, votre gouvernement, Monsieur le Président, a fait passer une loi qui a beaucoup fait parler, qui réduit l'espace des médias privés. Vous qui défendez Julian Assange, ça nous paraît surprenant. Mais il n'y a pas aucune contradiction là-dessus. Vous croyez que les médias privés, les business dediqué à la communication, qui font de la communication une marchandise, c'est la liberté d'expression. Je ne suis pas d'accord avec ça. Ils sont des business qui profitent de ça, qui abusent du pouvoir médiatique. Et ça met en péril la démocratie. Et les sociétés ont le droit et le devoir de réagir à ça. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque, justement, pour vous, chef de l'État, de fermer un média privé juste parce qu'il vous critique, non? Mais qui a fermé un média privé et juste parce qu'il nous a critiqué? Combien de médias ont été fermés? On a fermé des médias, par exemple des radios seulement avec de la musique, parce qu'ils n'ont pas payé les frais qu'ils devaient payer pour les fréquences, etc. D'après les lois, mais on n'a pas fermé des médias porque nos critiquent, ça c'est des mensonges posés por les mêmes médias, opposés au gouvernement. Il y a une chose qui manque dans tout ça, dans tout ce qu'on est en train de dire, plutôt que les étiquettes, moi je suis de gauche, moi je suis de droite, et le réel,
Il est comment le réel? Le réel, il est comment le réel? Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Yvan Leval. Mon âne a bien mal à sa tête. Madame lui fait faire une paire de lunettes bleues, une paire de lunettes bleues, un bonnet pour sa fête, et des souliers lilas, la la, et des souliers lilas. Allô? Oui, allô? Allô? Oui, allô? Oui, alors on me demande que vous devez contacter le ministère de l'Intérieur. Pour les élections, c'est eux qui auront plus de... Ah, d'accord. On s'occupe des contentieux. Allô? Oui, bonjour, le service juridique du ministère de l'Intérieur. Hein? Oui, voilà, je vous appelle parce que j'ai appelé le Conseil constitutionnel. Je voulais savoir si un candidat de nationalité étrangère pouvait se présenter à l'élection présidentielle en France, et ils n'ont pas su me répondre. Bah non, c'est forcément un candidat de nationalité française. D'accord. Et si c'est un candidat qui est francophone, qui parle français, ça ne change rien? Non, c'est une question de nationalité. D'accord. Il n'y a aucune exception si c'est par exemple un chef de l'État étranger que l'on voudrait présenter en France, ça n'est pas possible? Non, parce qu'il n'est... Il faut avoir la nationalité française pour être candidat à l'élection présidentielle française. D'accord. Et pour le poste de Premier ministre, est-ce qu'il peut être de nationalité étrangère? C'est pas une élection, c'est une désignation, et là, je sais pas. Donc a priori, oui. Bonjour l'ambassade d'Équateur, je vous appelle pour savoir s'il faut un visa pour se rendre en Équateur depuis la France. Oui, je suis français, oui. Ben, je sais pas, c'est pour du tourisme, mais disons à caractère un peu politique. Plutôt politique que commercial, c'est-à-dire c'est pour ramener des idées pour ici, pour notre pays, papa. Vous voyez? Allô, bonjour, le consulat d'Équateur? Oui, je vous appelle pour savoir s'il faut un visa pour aller en Équateur et dans une activité d'import-export. D'accord, parce que c'est pour ramener des idées de là-bas et des techniciens également, des personnes qui pourraient venir travailler en France. Donc pour cela, il faut un visa. À 6 mois, il faut rester 6 mois dans le pays, enfin il faut un visa de 6 mois. D'accord. Il coûte combien ce visa? 161 €. D'accord. Eh bien, je vous remercie. Hein. Muchas gracias. Mon âne a bien mal à la tête. Madame lui fait faire un bonnet pour sa tête. Et des souliers lilas, la la, et des souliers lilas.